je suis très content d'être parmi vous pour vous retransmettre la première enquête, les résultats, un premier résultat de l'enquête qualité de vie au travail et conditions de vie au travail des sages-femmes libérales PACA. Pour me présenter succinctement, je gère un réseau de consultants, formateurs et coachs dans l'économie sociale et solidaire, et on est centré sur la qualité de vie au travail. Donc on mène des actions de formation, de conseils et de coaching collectif et individuel pour soutenir la qualité de vie au travail. Donc principalement sur cette mission, j'ai travaillé avec Yves-Michel Nalbandian, qui est dirigeant de Soenco, qui est un spécialiste de la qualité de vie au travail, notamment du traitement de l'analyse des quanti et quali sur la qualité de vie au travail. Donc, oui, 1 heure, mais 1 heure dont 15 minutes d'échange. Donc, ce que je vous demanderai, c'est effectivement, au fur et à mesure de ce que je vais vous dire, qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce sont des premières analyses, puisque, en fait, on a finalisé l'enquête au mois de décembre, et quand là, durant le début janvier, on a commencé à analyser les chiffres, et c'est to be continued, vous verrez. C'est de prendre vos remarques, de les noter, et puis on aura vraiment un quart d'heure d'échange sur ces premiers enseignements. Alors, au programme, effectivement, je ferai un bref retour d'expérience à date sur l'enquête, un petit point méthodologique. Je ne vais pas vous asséner de toute la méthodologie. Par contre, il est utile que je vous dise les fondements de l'enquête méthodologique, de l'enquête. Qu'est-ce qui nous permet de dire que, par exemple, l'enquête est robuste. On ira bien évidemment sur les premiers résultats, ça c'est clair, et qui reste à approfondir. Donc ça serait intéressant. Je fais déjà du teasing pour l'atelier de cet après-midi, et j'introduis déjà Marie-Laure Dufour, qui est membre du réseau, avec qui eh bien, on aura plaisir à échanger dans des ateliers d'intelligence collective. Je suis sûr qu'il y a de l'intelligence collective autour de la table. Hein? Ouais, rassurez-moi. Oui, oui, super. Donc, ensuite, on aura des questions, réponses, enfin, échanges. Questions, mais aussi suggestions, mais aussi remarques. Hein. Pour commencer, bref retour d'expérience, il y a des points forts et par contre des petits points de vigilance. Donc, je vais commencer par les points forts. Hein. Autant se dire, en début d'année, on est super positif. Donc, méthodologie prouvée et robuste. Donc, effectivement, je vous disais que c'est un partenariat que je mène avec la société Soenco, qui, depuis plusieurs années, mène des enquêtes qualité de vie au travail. Sur un périmètre là, il y a, je ne le contredirai pas, il y a une base de 35 000 répondants à date, qui sont dans tous les secteurs, et c'est une méthodologie prouvée dans la mesure, et robuste, dans la mesure où elle tire principalement là les travaux, des travaux de l'Université de Bordeaux, la psychologie du travail et psychologie sociale de Bordeaux. Et on verra, il y a un fondement théorique qui a été utilisé pour cette étude sur les risques psychosociaux, notamment les facteurs de risque psychosocial. Taux de retour, on se disait, excellent taux de retour de 67%. On pourrait se dire, attends, 67%, on aurait pu faire mieux. Oui, mais sachez que sur un échantillon de professions libérales, avec du boulot, on verra tout à l'heure, avec différents facteurs de risque, de contraintes, de conditions de vie au travail, eh bien, un taux de retour de 67%, c'est excellent. Sachez qu'en moyenne, on a un taux de retour sur ce type de questionnaire de 70%, notamment sur des agents, notamment sur des salariés d'entreprise, donc qui sont dans une unité de lieu ou plusieurs unités de lieu, mais avec des moyens de communication qui sont relativement importants. Donc ça veut dire que vous avez répondu présent-présente
Et donc, on vous remercie au nom du comité de pilotage. C'est vrai que les résultats vont nous permettre vraiment d'objectiver les intuitions. Aurélie, ce matin, vous disait, l'enquête nous a permis de valider ce que l'on savait, ce que l'on intuitait, et donc de transformer des ressentis en argumentation. Et j'ai envie vraiment, le point fort en fait de ce type de méthodologie, c'est d'être à la base d'action. Parce que le plus intéressant, c'est ce qui se passe après, c'est ce qu'on fait des résultats. Et ce, principalement pour votre qualité de vie au travail. Et j'ai oublié de lancer mon chronomètre, donc vous me direz si je suis trop long ou pas, je compte sur toi, Florian. Point de vigilance. Rugosité technique due au questionnaire, retour des questionnaires due aux contraintes de l'exercice libéral et to be continuel. Bon, rugosité technique, en fait, c'est un questionnaire qui est basé sur les facteurs de risque qui peuvent entraîner des risques psychosociaux et qui peuvent entraîner des effets sur la santé et des effets sur les organisations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, inévitablement, quand on se base sur des travaux scientifiques, psychologiques, il y a vraiment une rigueur tant sur l'analyse des données que sur la construction des données. Ce qui fait qu'on a un questionnaire qui parfois peut entraîner des petites peurs en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse ?» Bon, non, pas forcément. Mais le fait est, c'est quand on l'ouvre, ça peut être un peu compliqué. Surtout quand on a 10 minutes le mercredi où on se consacre, allez, le samedi, 10 minutes, parce qu'on a un collègue qui nous a dit que c'était super de pouvoir le remplir, etc., etc. Donc effectivement, le retour au questionnaire, tu dis dû au contrôle de l'exercice final, c'est parce qu'on a eu une soixantaine de questionnaires qui ont été ouverts. Et sans doute que vos collègues, elles ont pris peur en se disant non, 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 mais le questionnaire est hyper long, alors que en général, c'est 10 minutes pour répondre à ce type de questionnaire, 10 minutes, un quart d'heure, puisqu'il y avait une deuxième partie, il y avait une première partie sur les facteurs de risque, et puis une deuxième partie, Aurélie, vous l'avez précisé ce matin, c'était sur les caractéristiques de la population. C'est de se dire qui on est nous, quel est notre ADN quand on est une sage-femme en région PACA. Donc, en fait, ça a allongé la question les réponses au questionnaire. Je pense que ça a dû, en effrayer plus d'une. Bon. Pour info, ce qui a vraiment dicté notre baseline, on dit vraiment le corpus théorique au niveau du questionnaire, c'est effectivement d'analyser les facteurs de risque, et encore je le dis, c'est les facteurs de risque et conditions de vie au travail, qui sont au nombre de 6. On ne l'a pas inventé, c'est Michel Golac et son groupe de travail en 2005 qui ont élaboré en fait ces facteurs de risque, qui ont théorisé l'analyse des risques psychosociaux en France. Et en fait, on se base, quand on fait ce type d'enquête, sur ce corpus théorique. Il nous dit qu'en fait, il y a 6 facteurs qui déterminent les risques, notamment les risques psychosociaux au travail. Le premier facteur, c'est l'intensité et complexité du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous une quantité de travail et qu'elle peut déborder. À ce qu'on appelle à l'INRS, dont je suis certifié, on bosse sur la charge mentale. Tiens, Aurélie, vous parlez de cette charge mentale, c'est le nombre de tâches que l'on effectue, la précision des tâches, etc. Et par exemple, pour une sage-femme, sur l'intensité et complexité du travail, ça va être aussi l'intensité horaire, l'urgence, les horaires atypiques. Donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans ce domaine-là. Deuxième facteur de risque, l'autonomie et la marge de manœuvre. Donc, je fais un petit teasing. Ça ne fait pas tellement sujet pour vous. On est dans des professions libérales qui ont choisi le fait d'être indépendantes. Après, le vivre et l'expérimenter, c'est autre chose. On verra qu'il y a quand même des petites différences entre ce qu'on imagine et ce que l'on vit. Mais en autonomie et marge de manœuvre, autonomie, on est autonome, on est capable d'organiser son temps de travail, mais surtout marge de manœuvre, c'est qu'on a un travail et des compétences, ça aussi on verra dans l'étude, qui nous permettent de répondre à des urgences, qui nous permettent de répondre à des cas complexes.
Et ça, c'est génial. Pour moi qui bosse sur le sens au travail, je peux vous dire que c'est loin d'être le cas pour l'ensemble des salariés. Excellence émotionnelle, on fait face à des situations qui nous impactent au niveau émotionnel, de ce que l'on ressent. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse. On accompagne des publics parfois en situation de vulnérabilité, mais aussi on accompagne des deuils, on accompagne des situations qui sont difficiles, la douleur par exemple, et qui nous, qui nous impactent émotionnellement. Donc là, il peut y avoir des facteurs de risque. Là aussi, petit teasing, pas tant que ça en ce qui concerne la population. Rapports sociaux, reconnaissance au travail. Donc, les facteurs de risque au niveau du rapport social et reconnaissance au travail, ça concerne en fait le soutien des collègues, l'information que l'on a sur notre profession, mais c'est aussi la valorisation de nos actes. En espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, il y a quelque chose de l'estime, de la valorisation, en tout cas la reconnaissance du travail. Et en l'occurrence, du travail bien fait, en ce qui nous concerne. Conflit de valeurs, pas trop de sujets là non plus. Conflit de valeurs, c'est par exemple les facteurs de risque qui concernent le fait qu'on est formé, on a un code de déontologie, mais le concret, le quotidien, ce que l'on vit dans le travail, ne nous permet pas de vivre concrètement ce code de déontologie et le cadre de travail tel qu'on a été formé. Ça ne fait pas forcément sujet pour la population. Et enfin, l'insécurité de la situation de travail. Là, roulement de tambour. Dans l'insécurité de la situation de travail, c'est vraiment la projection que l'on a sur le devenir de la profession. Mais aussi, à l'intérieur de ce devenir, notre devenir. Qu'est-ce qu'on se pose comme question en tant que personne, en tant que sage-femme? C'est moi en tant que sage-femme, mon avenir. Est-ce qu'il est certain, pas certain? On pourrait aller même sur la perception que l'on a de notre profession au sein de la société. Donc ça nous dépasse un petit peu. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans un thème qui est très perméable à l'environnement. Et vous le savez, vous le vivez de différentes manières. On est dans un environnement qui est volatile, incertain, complexe, changeant très très rapidement, et donc qui peut avoir des impacts sur notre perception de notre propre métier. Et petit là, il y a un sujet. Ça fait sujet pour vous. C'est suffisamment notoire pour le dire. Et on regarde. Donc, pour info, vous aurez l'ensemble des éléments. Je ne vais pas vous embêter là-dessus. En préambule, du coup, on peut super vite. Taux de représentativité. On aurait pu se dire, au niveau de l'enquête, on a échappé belle, mais le fait est, c'est que taux de représentativité des départements est très similaire au taux de représentativité des sages-femmes dans la population globale. Donc le taux de réponse, quand je parle de taux de représentativité, c'est le nombre de réponses qu'on a eues par département, et bien quand je rapporte à la totalité des réponses, on est quasiment au point près au poids des départements. Donc il n'y a pas un département dans l'analyse qui prévaut par rapport à un autre. C'est génial parce qu'on aurait pu se dire les résultats sont un peu faussés parce que, par exemple, au niveau du département des Bouches-du-Rhône, ça représente 42% et ça fait 60% des réponses. Non, pas du tout. Mais en plus, et je vous le dis, on va pas extrêmement plus, mais le fait est, c'est que le taux de réponse est relativement homogène. Bon, un petit mauvais élève, c'est le 0,6. Est-ce qu'il y a du 0,6 là? Non, donc du coup, le 0,6, il y a un taux de réponse un peu plus faible par rapport aux autres, mais le 84, mais vraiment quand même. Premiers enseignements sur la population. On a une population, mais je ne vais rien vous apprendre, qui est féminin 95%, représentation du genre. 95% féminin, 5% hommes. Bon,
Dans l'analyse, on n'a pas forcément été regarder la discrimination, enfin les discriminations, si c'était un critère très discriminant par rapport aux résultats. En fait, il n'y a pas forcément beaucoup de différence de perception, en tout cas dans les réponses, quand on regarde le critère genre. Ni même le critère âge. Alors, pour info, on est plutôt sur des jeunes générations, 25-34 ans, 35-44 ans, c'est 66% donc de la population. Alors déjà, moi qui agis au niveau de la qualité de travail, je me dis, ah bah tiens, population féminin, plutôt jeune, donc il peut y avoir des préoccupations sur les conciliations vie privée, vie professionnelle, avec des enfants en bas âge, avec des enfants dans l'adolescence, etc. Parce qu'on en discutait avec Yves Michel et une experte sur l'égalité pro. Il y a vraiment de beaux discours sur l'égalité pro, mais n'empêche que sur le terrain, bon, principalement, qui se charge d'aller chercher les enfants quand il y a des problématiques de maladies, etc. Eh bien, qui, à votre avis? Maman. Donc là, c'est hyper intéressant, mais c'est de se dire qu'effectivement, il y a quand même des éléments qu'on peut pressentir, ne serait-ce que sur cette population, quand on regarde la population, les caractéristiques de la population. Bon, au niveau de l'ADN, stricto sensu, population très diplômée. Non, mais c'est intéressant de le noter, avec 75% de diplômes universitaires ou de diplômes de l'enseignement supérieur, 34% de formation, on y reviendra, 7% de master. Alors, bien évidemment, on est dans l'exercice libéral avec 10% de mixte privé. Et moi, ce qui va m'intéresser, donc, avec les activités, à 87% de la activité, de la gynécologie, de l'échographie obstétricale, ok, mais surtout les pratiques complémentaires. Pour 70%, il y a des pratiques complémentaires, notamment sur l'hypnose, notamment sur la sophrologie, notamment sur l'acupuncture, le yoga, l'homéopathie. Donc, il y a une variété des actes. Et donc, il y a une question qui peut se poser, c'est quid de la valorisation en fait, de l'ensemble de ces pratiques. Alors, l'activité sage-femme libérale PACA en temps patient. Globalement, on a les 20-80 se situent aux alentours de 25 et 40 heures en temps patient. Attention, c'est du temps passé devant les patients. J'ai même un petit détail, alors je ne sais pas les chiffres, c'est pour ça que je les ai notés, pour 35%, pour 30%, il y a un temps patient de plus de 40 heures. Donc ça veut dire que 40 heures par semaine, pour une proportion négligeable, eh bien c'est quand même, et là on va aller sur l'intensité, complexité du travail, c'est pas négligeable quand même. Ce d'autant plus que à ce temps patient, et bienvenue dans un monde d'indépendants, on a des temps de gestion. Qu'est-ce qu'on met dans les temps de gestion? C'est l'administration, c'est la compta, c'est les relations avec les partenaires, c'est la gestion de projets. Alors, pour 40%, il y a moins de 4 heures, mais globalement, pour 60%, c'est entre 4 et 6 heures hebdomadaires. Donc, on multiplie le temps patient, enfin, on ajoute le temps patient plus le temps de gestion, ça commence à faire. Plus, je ne vous cache pas, quand je disais que l'ADN de la population, c'est un temps de formation, enfin, c'est une population formée, et bien qui se forme au continu. Temps de formation, et j'en discutais avec Aurélie qui me disait, attends, on est au-delà, et donc là, c'est vraiment un des premiers enseignements, on est au-delà des obligations réglementaires. Donc là, c'est à minima un jour, voire la plupart, c'est 2, 3, 4 jours, voire pour 40% de 4 à 7 jours. Donc, vous mettez temps patient, temps de gestion, temps de formation, plus temps off, je ne sais pas ce qui reste comme temps off, mais il en reste, puisque dans ce temps off, alors attention, dans le temps off, il y a des temps de repos, mais il peut y avoir
Et c'est ça qui est intéressant. Et l'étude va montrer, alors on n'a pas eu le temps d'aller très dans l'analyse là-dessus, c'est pour ça que je ne l'ai pas noté, mais je vous le dis. Dans les temps off, il y a le temps bénévole. Pour 60% d'entre vous, vous avez un temps bénévole. Ça veut dire quoi ce temps bénévole? Ce n'est pas les temps que vous déclarez au niveau de l'association, etc., ou d'autres réseaux. C'est le temps que, par exemple, vous allez consacrer à la prévention et ensuite, par exemple, à l'éducation sexuelle au niveau du CCAS, au niveau d'autres organisations. Et donc, ils peuvent être des temps off, mais rémunérés. Reste à savoir à quelle hauteur aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vous signale qu'il y a une étude actuelle qui vient de sortir sur les femmes et la négociation salariale. Donc, il y a aussi quelque chose de la valorisation de l'âge. Bon, donc c'est en off, ce n'est pas uniquement des vacances, c'est le temps que vous consacrez à d'autres activités qui sont soit bénévoles, soit rémunérées, soit les deux. Alors parlons d'argent. C'est pour vous que ce n'est pas important, c'est le service. Mais parlons d'argent quand même un petit peu. Pour aller plus vite, là, 30%, c'est plus entre 25 et 40 euros. On est même à 50%. Si on avait une médiane, on se situerait aux alentours des 30-35 euros. Alors, bienvenue dans le monde des indépendants. C'est du chiffre d'affaires. Diminuer des charges. Et les charges, autres enseignements, qui sont conséquentes, hein, puisque la majorité se situe supérieure entre 25 et 40 euros. Pourquoi? Parce qu'on a le loyer, on a un bel espace, c'est super sympa, donc il y a déjà l'investissement, mais on a la passion sociale qui permet de financer cet espace, et puis donc on a le loyer, et puis beaucoup de consommables aussi. Donc là, il y a aussi des questions qui se posent sur chiffre d'affaires versus les charges. En tant qu'indépendant, je dis bienvenue au club, et je suis solidaire. Et donc, effectivement, il y a vraiment une réflexion à avoir sur aussi de ce métier de profession libérale qui n'est pas forcément si évident que ça. J'en ai fini pour l'ADN. Je vais maintenant plutôt m'attacher à vous délivrer les premiers résultats de l'enquête, et ça va faire écho à ce qu'on a vu sur le modèle théorique du rapport Golac. Donc, premièrement, on pourrait se dire qu'il y a plutôt, c'est le premier enseignement, quand on regarde l'indice synthétique de satisfaction au travail, donc je remarque les facteurs de risque, mais de façon positive. Je vais voir qui est satisfait sur l'intensité au travail, sur l'intelligence émotionnelle. Eh bien, en fait, quand je globalise, le logiciel le fait très très bien, quand je globalise les résultats, on a plutôt un taux de satisfaction, et je dirais qui est presque normal quand on choisit cette fonction indépendante, vous l'avez mûrement choisi, on a un indice de satisfaction au travail qui est supérieur à la base globale de la base globale du modèle. On a 72% du taux de satisfaction, alors que sur la base, on est plutôt sur les 34 000 répondants, on est plutôt à 63%. Et on a même rajouté la segmentation pour la santé. Donc, santé, qu'est-ce qu'on entend? C'est on a mené plusieurs missions sur le sanitaire et médico-social. Général, l'indice de synthétique de satisfaction globale en travail, c'est 65%. Donc, on pourrait se dire que, alors, c'est aussi une tendance. Je ne voudrais pas faire une généralisation. On sait très bien, j'en ai parlé avec Aurélie, avec Marie-Laure et Floriane, et Michel, on se disait que le grand danger, c'est de se dire, bah, ok, ça va, ça marche, ça roule. Non, certains d'entre vous rencontrent des difficultés financières, des difficultés dans le quotidien, et ça ne veut pas dire que parce que globalement, on a un indice synthétique de satisfaction au travail qui est supérieur à la moyenne, à la base, que tout va bien. C'est plus nuancé que ça. En revanche, ce que je peux dire, et c'est globalement le reflet des indépendants, de la fonction indépendante,
par rapport à la base, qui est, je vous le rappelle, plutôt une base de salariés, d'agents, donc qui travaillent dans des entreprises de toute taille, de privées publiques. Eh bien, ce qui va caractériser le travail indépendant, c'est qu'on a moins de conflits de valeurs. Ça ne fait pas sujet. Taux de satisfaction de 85%. Donc, vous êtes en capacité d'exercer le métier comme vous le voulez. Vous avez des exigences émotionnelles qui sont là, mais vous y faites face. Vous avez des ressources pour y faire face. Et vous avez une forte autonomie de marge de manœuvre. Alors, quand je dis forte, c'est que je compare par rapport aux indices de la base. Et bien sûr, le conflit de valeurs, exigence émotionnelle et autonomie de marge de manœuvre, il y a un écart. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écart. Il y a un écart de 20 points. C'est suffisamment notable pour le dire. En revanche, sur l'intensité, la complexité du travail, donc la quantité de travail, mais aussi la pression horaire, sur les rapports sociaux, reconnaissance au travail, et ce que vous disiez, le principal enseignement, l'objectivisation de l'étude, c'est sur l'insécurité de la situation de travail. On est à 57 points. Donc ça veut dire que globalement, le taux d'insatisfaction est assez fort et c'est super notable, très notable par rapport à la base. Là, pour le coup, on a un écart de près de 15 points. Réel motif de satisfaction quand même. Qualité de travail et variété des tâches. Quand je vous parlais de travail bien fait, c'est Yves Clos, qui est sociologue du travail, qui nous dit qu'est-ce que le travail bien fait? C'est moi, le travail bien fait, c'est d'abord l'utilité du travail. Est-ce que j'ai un travail utile? Est-ce que je vois les résultats de mon travail? Bon, ça, ok. Vous voyez, il y a un cas et en plus, vous avez des feedbacks des patients et patients. Enfin, plutôt patients. Variété des tâches. On l'a vu, hein, dans la formation continue, dans l'ensemble des pratiques qui sont variées. Donc, vous avez une variété des tâches et ça ne fait pas sujet chez vous. Vous avez un indice de satisfaction de 95%. C'est très, très fort. Donc, aussi des enseignements d'études, c'est qu'on a des points d'ancrage qui sont extrêmement forts. Relations patientes, entourage et relations professionnelles, 90%. L'étude aussi aborde les violences sexistes et sexuelles au travail. Ça ne fait pas sujet. L'étude aborde, et donc ça a été aussi un réconfort pour l'URPS sage-femme, c'est qu'il y a un indicateur de satisfaction sur les relations, en tout cas avec les représentants de la profession. À 80%, vous êtes satisfait de ces relations. Autonomie et développement professionnel. Alors, on l'a vu, vous vous formez, vous êtes déjà formé, mais vous n'hésitez pas à vous former et vous êtes en capacité, au regard des cas parfois complexes qui se présentent à vous, de prendre des décisions. Donc, c'est d'agir sur votre travail et en toute autonomie. Et ensuite, de vous développer de façon professionnelle. Attention, je parle de développement des compétences. Ce n'est pas forcément le cas, on va le voir de suite après, sur la perception que vous avez de votre devenir professionnel. Et ça, c'est un fort risque psychosocial. En tout cas, il y a des éléments de risque psychosociaux à ce sujet. On va aborder là. Donc, premier élément, voilà, 18% de taux de satisfaction. Au secours! Rémunération adaptée, système de rémunération incitatif. Donc là, c'est vraiment le fait saillant, c'est que globalement, la perception, en tout cas sur la rémunération, plus qu'une perception, sur la rémunération adaptée des actes, sur le système de rémunération, ne satisfait pas. Et ça, c'est... Alors, si vous me le permettez, je pourrais l'utiliser, je verrai avec le comité de pilotage comment faire, mais c'est le modèle de base. Alors ça, c'est un modèle de référence qu'on utilise dans les risques psychosociaux, qui est le modèle de Zigrist. Zigrist nous dit quoi? Il nous dit que
là, vous avez un déséquilibre entre l'effort que vous faites dans votre travail, former, quantité de travail, exigence, développement des compétences, réseau, on peut très bien dire, et la récompense. Donc la récompense qui peut être en temps, en reconnaissance au niveau de la société, mais ça peut être aussi la reconnaissance au niveau des soutiens des professionnels. Ça ne pose pas forcément sujet. Mais là, il y a une reconnaissance au niveau de la valorisation de la profession d'un point de vue financier. Mais aussi, ça peut être du temps off. Ça peut être aussi la façon dont vous organisez votre temps de travail. Et ça fait quand même sujet, parce qu'il y a une pression horaire. Alors là, voilà, organisation de temps de travail, 45%. Cela fait sujet. Donc un taux de satisfaction qui est relativement faible, eu égard à la base. On est en général dans ces taux, je regarde au niveau du temps de travail, on est plutôt aux alentours des 60-65. Donc il y a quand même un écart relativement fort, et ça aussi on peut se dire que, mine de rien, on a choisi l'exercice de la profession libérale en étant indépendant, et donc il y a aussi des contreparties. Et là, on mesure les contreparties, qui sont du temps, en fait. Et je vous rappelle, par rapport à une population qui est relativement féminin et relativement jeune. Donc là, il peut y avoir aussi un conflit. Donc le conflit, c'est je ne suis pas assez présente par rapport à la famille telle que je voudrais, par rapport aux amis, et donc il peut y avoir un conflit interpersonnel là-dessus. Et alors, pour le coup, ce qui est suffisamment important à dire, c'est que mon avenir et celui de la profession pose question. Ça fait véritablement sujet. Donc là, il y a sans doute une action à mener au niveau. Alors, Aurélie parlait des syndicats, mais aussi de l'URPS, pour travailler sur de l'avenir de la profession dans un contexte médico-social et sanitaire qui change, qui évolue. On parle de plus en plus de parcours, on parle de plus, et quelle est ma place dans le parcours, on parle plus de gestion de cas complexes, de réseau. Et effectivement, quand on est indépendant, on a un temps qui est restreint. Comment j'organise ce temps pour me permettre de me projeter dans un avenir si je n'ai que 2 ou 3 heures à me consacrer, par exemple, à la gestion de ma fonction par semaine, et qui sont plutôt consacrés à la relation avec des partenaires financeurs ou sur de la comptable. Donc, on ne réfléchit pas sur l'avenir. Et vraiment, là, il y a un indice d'insatisfaction qui est réel, mais qui est en fait une contrainte du quotidien, je pense. Et c'est le corps d'année, puis ma chose, parfois, vous dit ça. Alors, malgré tout, des premières perspectives issues des questions en fait, que vous avez remontées, en tout cas des remarques que vous avez remontées, pour prévenir ces risques-là, en fait, qui sont, que je dirais, plutôt du stress chronique, en fait, dû à la quantité de travail et dû à la pression horaire, mais aussi dû à des modèles de crise. Ça entraîne le conflit éthique. Donc, avec des tensions en interne, eh bien, il y a 3 types d'actions que l'on peut mener. Plutôt des actions collectives, organisationnelles. Donc, on a le dispositif inter-URPS MEDED-PACA, qu'on va retrouver partout, en fait. C'est principalement sur la prévention primaire, parce qu'ils vont permettre de bosser toutes les actions plutôt pour prévenir le risque psychosocial. Mais pas que. Vous avez aussi une réflexion, peut-être au niveau national, mais aussi au niveau régional, sur la rémunération par rapport aux actes. Et pas que. Vous avez des réflexions sur le zonage. J'entendais ce matin des membres de l'Assemblée dire
sur les zones, qu'on puisse avoir une réflexion, parce qu'il y a des zones qui sont très pourvues et d'autres qui ne sont pas du tout pourvues. Et on voudrait quand même actualiser cette réflexion, on voudrait quand même harmoniser pour qu'on ne se marche pas les unes sur les autres. Création de maisons de naissance aussi, ça peut être des opportunités, mais le fait est, c'est que, par exemple, pour en parler avec Aurélie pas plus tard que hier, je disais, oui, et c'est remonté aussi dans la création de maisons de naissance, c'est aussi une réflexion à avoir par rapport à la rémunération aux actes et par rapport à l'investissement. Donc en fait, il y a vraiment une réflexion collective là, et c'est stricto sensu la définition d'une prévention primaire. Tout ce qui peut réduire le risque, mais d'un point de vue collectif. Ensuite, nous avons des éléments de prévention secondaire. C'est vous qui l'avez remonté sur la simplification des démarches administratives qui peuvent être de l'ordre de gestion, mais ce n'est pas uniquement, avec la négociation avec les partenaires financeurs. Il y a des problématiques. Participation à des événements de type réseau, mais aussi dans les CPTS, mais aussi avec les partenaires. Renforcement des liens interprofessionnels. Vraiment, ça a été un des éléments clés dans le cadre des remontées de la question ouverte. C'est effectivement ces liens qui sont à tisser entre vous. Alors, on parlait des sages-femmes en établissement sanitaire, et aussi de ce que vous pouvez, c'est pas uniquement ça, et développer, mais c'est pas uniquement avec vos homologues en établissement, c'est aussi avec les médecins, c'est aussi dans le cadre de parcours. Donc, du coup, c'est penser ces liens comme des véritables partenariats. Donc, c'est remonter ça de façon, voilà, et aussi des formations sur la gestion, des formations sur les partenariats, ça existe. Des formations sur la prévention des risques psychosociaux. Et là, encore, le dispositif inter-EPS MEDED est là. Prévention tertiaire, donc là, on est vraiment sur la réparation. Et c'est sincèrement ce qui a été remonté de la question ouverte, c'est plutôt l'accès au droit. Comment moi, en tant que sage-femme, je peux avoir accès à mes droits? C'est le cordonnier le plus mal chaussé au niveau des congés maternité, maladie. Et je mettrai aussi le dispositif inter-EPS. J'en parlais avec les représentants de ce matin. Elle me disait, mais le dispositif inter-EPS, MEDED, PACA, ici dans la prévention tertiaire, sera plutôt de réorienter vers d'autres acteurs. J'en ai fini pour ce monologue. Donc, à vous, merci. Alors, public continuel, c'est les premiers éléments. On va retravailler cet après-midi, on va faire appel à la force de l'intelligence collective pour approfondir des thématiques. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Est-ce que ça confirme ce que vous vivez sur le terrain? Est-ce que ça les infirme? Enfin, sentez-vous libre.